Georges Messier, analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. C'est long comme titre, Georges. C'est long, tu peux juste dire analyste ou chroniqueur. Ah oui, hein, t'es à l'aise. On va faciliter ça. Georges Messier, analyste, parce que ça nous prend 2-3 cartes d'affaires pour entrer ton titre. Manifestement. On parlait de Marc Messier juste avant la pause. Ça résonne chez vous aussi, même si t'es d'une autre génération que Rémi Girard. Ça vient te chercher quelque part. Mais écoute, c'est curieux pour moi parce que je suis évidemment beaucoup plus jeune que les gens qui ont grandi avec M. Messier. Mais on dirait qu'on entre dans une genre de saison des décès au Québec, comme si on était dans une période transitoire où toutes ces grandes figures-là du génie artistique de la Révolution tranquille, on peut penser à Jean-Pierre Ferland, à Serge Fiori, qui nous ont quittés aussi, eh bien, ils disparaissent. On ne sait pas trop par quoi ils vont être remplacés. Et on dirait que les décès s'accumulent. Et même s'accélèrent, ce qui est normal, qu'on sent que cette génération-là vieillit. Mais néanmoins, voilà, ça une page qui se tourne. C'est comme si parfois ça shake nos repères. Mais voilà, mais surtout, ma génération, je pense pas qu'on connecte autant avec ces gens-là que la tienne ou les générations plus âgées, mais néanmoins, c'était des figures qui parvenaient à aller toucher plusieurs Québécois. Je ne sais pas si on a des figures aujourd'hui aussi intemporelles que M. Messier. Qui peut-être, ces pistes de réflexion, ce qui peut-être sera difficile, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de canaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de gens qui vont écouter du country, on va juste leur mettre du country dans leur algorithme. Il y a moins d'événements où on est tous ensemble devant notre télé. Mais ça, c'est un excellent exemple, La Petite Vie. Est-ce qu'on a des émissions similaires à La Petite Vie? As-tu vu la série Vitrerie Royale? Oui, avec... Bon, j'ai adoré. Il y a un épisode dans Vitrerie Royale où on voit tous les employés dans la salle du staff qui rient d'un même épisode de La Petite Vie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de milieux de travail québécois aujourd'hui où c'est possible d'avoir une dizaine d'employés qui rient au même référent culturel. Puis Rémi Girard en parlait. C'est 4 millions de personnes parfois qui étaient devant le téléviseur. C'est ahurissant, c'est plus de la moitié de la population québécoise de l'époque. Alors, tu te rends compte de ça? Tout le monde avait le référent. Ouais. Il y avait quelque chose où on se rassemblait. Maintenant, on va se rassembler autour d'un match du Canadien, Des peut-être. Canadiens en série, mais à part de ça. Mais c'est ça. Il n'y a plus beaucoup d'espace où on se rassemble, on se raconte, on se reconnaît, on sait qui nous sommes. Puis où on connecte les uns avec les autres, ce qui bâtit des liens. Dans le monde du travail, à l'université, partout. Il n'y a plus de classe. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de hommes, femmes, riches, pauvres, gentils, pas gentils. En fait, c'est chacun avec son petit rectangle de lumière là, qui est dans son algorithme, qui regarde ses intérêts. C'est bien que c'est difficile de connecter les uns avec les autres. Et aujourd'hui, on est là pour connecter avec cette nouvelle on l'attendait, l'avenir politique de Marine Le Pen. Elle est condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité sous un an, bracelet électronique. Ouais. Bon, décortique tout ça pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle. Pour la petite histoire, Marine Le Pen, c'est la chef du Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est un parti qui est de droite ou d'extrême droite, peu importe, mais qui est assez particulier en France. On lui reprochait des malversations financières. Essentiellement, elle aurait pris de l'argent du Parlement européen, puis elle s'en serait servie pour payer des employés du RN en France. Un peu comme si le PQ, par exemple, prenait des fonds du Bloc québécois à Ottawa pour payer des gens à Québec. Bon, c'est ce qu'on lui reprochait. Elle a été reconnue coupable une première fois, et la première fois qu'elle a été reconnue coupable, on lui a donné une peine d'inéligibilité, on va l'avoir, de 5 ans, ce qui l'empêchait de se présenter à la présidentielle. Ça aurait été la 4e fois qu'elle tentait de devenir présidente de France. Elle porte sa cause en appel, et là, on a eu le résultat de l'appel aujourd'hui, et les juges ont été assez astucieux. Parce que depuis le départ, le gros problème, c'était quoi? C'était que Marine Le Pen était largement première dans les sondages. Donc, si les juges l'empêchaient de se présenter à la présidentielle, c'est comme si les juges volaient le choix aux électeurs, où ils disaient aux électeurs, voilà pour qui vous pouvez voter, voilà pour qui vous ne pouvez pas voter. Et là, ce que les juges ont fait, c'est qu'ils reconnaissent sa condamnation initiale, elle est coupable à nouveau de malversation financière, mais ils ont aménagé la peine d'inéligibilité de telle manière à ce qu'elle puisse se présenter. L'enjeu, c'est que si elle se présente, elle devra peut-être porter, et là je mets un gros peut-être, parce que la sentence peut être aménagée, on verra là-dessus, elle devrait peut-être se présenter à un débat des chefs avec un bracelet électronique. Donc t'imagines le message que ça envoie quand même aux Français, votez pour moi, je suis criminel en l'occurrence, et j'ai la preuve de ma criminalité sur ma cheville. Elle nous a dit, Marine Le Pen, dans les semaines qui ont précédé le jugement, qu'elle ne se présenterait pas dans ces conditions-là. Mais c'est une chose de le dire avant d'avoir l'opportunité de se présenter. C'est une autre chose de ne bel et bien pas se présenter. Elle doit nous parler dans les prochaines minutes de l'autre côté de l'Atlantique pour clarifier sa décision. On verra ce qu'elle choisit, mais c'est assez intéressant. Ce serait quand même surprenant parce que Marine Le Pen a travaillé fort là, parce qu'elle est très controversée, mais je veux dire, on sentait qu'elle le voulait, ce pouvoir-là. Ah non, mais elle le veut, puis peut-être que même elle sent qu'on lui doit, parce que c'est la fille de Jean-Marie Le Pen qui avait fondé le Rassemblement national, qui était ce qui s'appelle le Front national à l'époque. Mais donc, c'est un parti très familial, le RN. Et si Marine décide de ne pas se présenter, elle passerait éventuellement le flambeau à Jordan Bardella, qui a été présenté comme un dauphin, qui est une créature médiatique qui a vraiment été, j'allais dire, créée par le parti pour lui succéder. On verra si elle accepte de le faire. Mais ce qui est très paradoxal ici, c'est que bien que le RN soit très marqué par le nom de famille
Le Pen, eh bien, selon certains sondages, c'est le jeune Bardella qui aurait plus de chances de l'emporter que Marine Le Pen, parce que ce qu'il faut bien comprendre avec le Rassemblement national, c'est que c'est un parti qui clive les Français. Il s'est normalisé dans les dernières années. Il y a de plus en plus de Français qui affichent ouvertement voter pour eux, mais néanmoins pour du centre à l'extrême gauche, au niveau des formations politiques, c'est un parti nauséabond auquel on ne veut pas s'associer. Et donc peut-être que changer de nom, enlever le nom Le Pen, ça pourrait aider le parti parce qu'on aurait une nouvelle figure qui n'est pas associée à toute l'histoire des Le Pen. Alors, il pourrait y avoir cette stratégie intéressante s'ils veulent rentrer au pouvoir. C'est à considérer quand même. Ah, mais Marine Le Pen a un choix qui est cornélien à faire. Moi, ça me fait penser à Joe Biden lors de la dernière présidentielle, où Joe Biden, en raison de son âge, était clairement un boulet sur son parti. Il s'est retiré trop tard, avec les conséquences qu'on connaît. Bon, Kamala Harris est arrivée en retard, c'était pas la bonne candidate. Trump l'a emporté, on est pris avec depuis. Mais pour Marine Le Pen, la question, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'elle veut faire passer de l'avant? Son propre intérêt personnel, son ego, être éventuellement présidente, ou au contraire, les intérêts de sa formation politique et donc laisser sa place à Bardella qui aurait peut-être une meilleure chance. Pour garder le parallèle avec les États-Unis, ça n'a pas empêché les électeurs de voter pour Donald Trump malgré le fait qu'il y avait des enjeux avec la justice. Oui, mais le gros enjeu en France, c'est que l'élection présidentielle fonctionne selon 2 tours. Donc au premier tour, vous avez beaucoup de candidats. Bon, ils ne sont pas tous confirmés, mais disons au moins 5 formations politiques. Ceux qui vont au second tour, c'est ceux qui récoltent le plus de suffrages. C'est à peu près certain que le Rassemblement national, qui est à plus de 30% dans les sondages, se rend au second tour. Mais ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit lors des 2 dernières présidentielles. Une fois qu'on a un candidat du RN au second tour, tous les autres partis font ce qu'on appelle le Front républicain. Ils se mettent tous ensemble puis ils se disent, écoutez, de l'extrême gauche au centre, on va s'allier pour faire blocage au candidat du RN. Dans ce contexte-là, vous avez besoin d'un candidat du côté du Rassemblement national, qui est absolument consensuel. Quelqu'un qui n'a aucune épine dans son soulier, qui ne charrie pas de bagages qui pourraient désavantager, parce que ça va se jouer à quelques pourcentages d'électeurs. Un point de vue stratégique, Marine Le Pen devrait partir et laisser la place à Bardella. Le autre problème, mais lui aussi pourrait être inquiété par des affaires similaires éventuellement. Ça rend les gens cyniques, au fait. Ah, mais cyniques, désabusés, déprimés de la vie politique, qui en France est extrêmement compliquée, parce que la situation du RN, elle est paradoxale. Vous avez un parti qui est clairement premier dans les suffrages, qui aux dernières élections législatives a fait le meilleur score dans l'absolu, a fait élire le plus de députés dans l'absolu, mais qui néanmoins ne peut pas atteindre le pouvoir parce qu'il est systématiquement bloqué. Et jusqu'à maintenant, les électeurs du RN ont été assez raisonnables par rapport à ça. Il n'y a pas eu de grandes manifestations, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de débordement. La question qui se pose, c'est est-ce que ces gens-là, qui à toute fin pratique ont vole la possibilité d'être au pouvoir, vont tolérer ça bien longtemps? Ou au contraire, les tensions pourraient augmenter en France? Mais si jamais Marine Le Pen reste, est-ce que ce serait la première fois qu'on voit une candidate comme ça avec un bracelet comme ça à la cheville ou au poignet ou je ne sais pas où elle l'aura, mais est-ce que ce serait la première fois? Ce serait certainement très surprenant. Moi, j'ai pas de souvenir qui me vient en mémoire d'un autre cas où ça s'est produit. C'est pas la première fois que des aspirants présidents français ont des problèmes avec la justice. Là, François Fillon avait eu un enjeu avec ses costumes qui lui avaient été donnés, en tout cas, des choses comme ça. Mais un truc sur le bracelet électronique, là, on dit on le verrait. Dans un débat des chefs, ils sont assis, on ne verrait pas le bracelet à sa cheville, mais néanmoins, tout le monde saurait qu'il est là et c'est certain que le candidat en face d'elle lui rappellerait. Caméraman qui va essayer de prendre des belles l'angle prises de vue, ça arrive. sur le mollet comme jamais. Autre chose qui a fait énormément réagir plus près de chez nous, Air Canada, moins de Français sur les vols internationaux. On coupe presque de moitié. Ouais. Écoute, moi, j'ai envie de te dire, on a-tu encore le droit de se fâcher du comportement d'Air Canada, de Air Canada? Il faudrait s'indigner, au fait. Mais non, mais c'est ça la question. Est-ce qu'on a encore le droit de s'indigner? On sait très bien que les compagnies, même les compagnies à la charte fédérale, qui sont censées, à toute fin pratique, respecter le bilinguisme, ont beaucoup de misère à le faire parce que le bilinguisme, ça fonctionne au Québec. On est très bon, nous, pour garantir les droits des anglophones. Fonctionne très mal dans le reste du Canada. En plus, les vols dont on parle, où on limiterait le nombre d'employés bilingues, c'est des vols en partance de Calgary et de Toronto. On peut s'imaginer que la clientèle n'est pas principalement francophone. Mais moi, ça me fait de la peine à chaque fois. Et honnêtement, là, ça me fait mal à mon Québec, notre réaction face à Air Canada. Bon, il y a eu Michael Rousseau qui n'est pas capable de parler français lors de ses messages de condoléances l'hiver dernier. C'était irrespectueux total. Oui, mais c'est irrespectueux, mais à quelque part, des droits, là, les droits linguistiques dont les Québécois sont si jaloux, pour qu'ils existent, il faut qu'on les fasse respecter. Donc, c'est bien beau monter sur la place publique, puis encore une fois, pleurnicher, puis quémander le respect de nos droits, mais qu'on suive ce qu'on veut. Je pense que tu as raison qu'on ne se respecte pas nous-mêmes. Mais non, mais on ne se respecte pas, qu'on n'en prenne plus le vol d'Air Canada. Le gouvernement du Québec, OK, on a un État au Québec, on a un gouvernement, on a un vrai État au Québec. Mais politique nationale, ça pourrait être, dès lors qu'Air Transat offre une connexion similaire, ou juste existante, on prend Air Transat.
Mais les gens sont tellement attachés à leurs vacances Mais c'est qu'ils ça. ils vont piler par-dessus en disant, regarde, je m'en fous, moi je veux aller à telle plage, je veux aller à Punta Cana. Pas grave. Il y en a plein qui vont piler là-dessus. Oui, OK, mais on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puis les faveurs de la crémière dans la vie. À quelque part, il y a un moment où il va falloir faire des efforts. On recevait Rémi Girard à l'instant? Ben, il y a un peu de confort et d'indifférence au Québec. Puis si on veut que le français soit protégé, il va falloir arrêter de se laisser piler dessus puis commencer à agir en conséquence. Je suis pas certaine que c'est tout le monde qui réalise. Puis ça, il faut se promener dans les rues de la métropole pour voir à quel point le français est en déclin. Parce que quand on parle de ça, des fois, on a l'air de simplement des chialeux, de radoter les mêmes affaires. Lâchez-nous. Tu sais, d'être pour le français, c'est pas être contre l'anglais, là. C'est juste de faire respecter la langue, mais je suis pas sûre que c'est tout le monde qui comprend l'ampleur de... C'est difficile de plus en plus de se faire servir en français à Montréal. On parlait de grands Québécois disparus. Il y a une phrase de Pierre Bourgault qui est magnifique. Il disait un jour, « Lorsque nous défendons le français chez nous, ce sont toutes les langues du monde que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule, à savoir l'anglais. » Tu as raison, défendre le français, c'est pas être contre l'anglais, c'est simplement reconnaître qu'il y a une nation en Amérique du Nord qui a le droit de parler sa langue. Les Québécois sont très complaisants. Peut-être, c'est une hypothèse que je te soumets, peut-être parce qu'il y a un gouffre entre les Montréalais puis le reste du Québec. Puis on parlait d'émissions tout à l'heure. Lorsqu'on regarde une émission à Radio-Canada ou à TVA, on n'a pas cette image-là de l'anglicisation de Montréal. Peut-être que si on était plus fidèle, on dépeignait de manière plus fidèle ce qui se passe chez nous, ce serait plus facile de percoler ailleurs. Puis, message à Air Canada, le siège social, là, il est à Montréal. Ouais, mais des sièges sociaux à Montréal, ça peut se passer en anglais quand même. In Montreal. In Sorry. Montreal. Ouais. C'est où, exactement? C'est au centre-ville? Je sais plus, j'ai rendu où le siège social d'Air Canada, mais chose certaine, je pense que t'as pas tort avec ton point de te dire, si ça nous fâche, il faudrait peut-être essayer de rayer cette compagnie aérienne-là. Pourquoi on n'irait pas faire une manifestation devant? Hein? On manque de Non, mais temps. allez à la manifestation, à l'attaque. On manque de temps. Puis il y a Florence à l'oreille qui nous susurre que Marine Le Pen serait toujours candidate. Ah, elle maintient sa candidature. Parce Donc, qu'on sait que c'était à 20h heure de France, on est pas mal dedans. eh bien, c'est le choix audacieux. Je pense pas que c'est le bon choix. L'avenir nous le Oh, dira. on nous confirme Ouais, ici, je viens de Maxime? l'écouter. C'est En fait, confirmé. elle se pourvoit en cassation. C'est-à-dire qu'il y aura encore une autre décision de justice. D'ici là, elle explique qu'elle sera donc candidate à la prochaine élection présidentielle, mais c'est la justice finalement qui va donner son accord ou pas. Et est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Ça, c'est encore attendre malheureusement quelques semaines, quelques mois. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la justice a jusqu'au mois de janvier. Avant de savoir s'il y aura C'est d'autres ça, donc conséquences. au maximum, on sera au mois de janvier, sachant que déjà, les débats ont commencé. On est à moins d'un an de l'élection présidentielle en France. Donc Mais pour, c'est une grosse information. pour l'instant, elle reste en poste. Elle reste, en tout cas, elle se dit candidate. Donc, c'est-à-dire qu'elle reste effectivement en pôle pour devenir peut-être prochaine présidente de la République. On devra te suivre demain matin, Georges, On en avec parle avec Alexandre Alexandre. Dubé. Oui, pour avoir plus de détails, parce que ça se déroule présentement, les informations entrent. Merci, Maxime.